vais parler d'un sujet qui me tient à cœur, les soft skills comme clé de transformation réussie. Et j'ai une première question pour vous. Qui parmi vous fait partie d'un comité de direction ou est plutôt en haut de la hiérarchie là? Levez les mains en haut pour voir un petit peu. Et quelques-uns. Alors j'ai une info pour vous. Potentiellement, vous êtes ceux qui risquaient d'être le plus en résistance par rapport au changement. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans une entreprise qui a une culture. Cette culture a établi les règles du succès. Et donc, qui a du succès ? Et donc, qui a du succès, ça devient les leaders. Et ces leaders vont renforcer le système qui les a vus grandir. Donc, quand vous avez, en tant que leader, à mener un changement, eh bien, vous avez peut-être une sorte de challenge à l'intérieur entre ce qui vous a fait grandir, donc le système, l'ancien système qu'il faudrait transformer en ancien système en tout cas, et le challenge qu'on vous demande d'incarner et de sponsoriser le nouveau, la transformation. D'autant que ce qu'il faut qu'on ait en tête, c'est qu'on est dans un monde qui est volatile, incertain, qui est complexe, qui est ambigu. Je ne vais pas développer là-dessus, vous avez tout ça sur Internet. Et du coup, ça nécessite des capacités d'adaptation, des capacités de créativité, de gérer son stress face à l'incertitude. Tout ça, c'est de l'intelligence émotionnelle, mais c'est aussi tout simplement des enjeux en termes de guerre des talents, puisqu'il s'agit d'avoir envie, de donner envie aux gens d'intégrer l'entreprise, surtout que on est dans des ESN, dans l'informatique, où on a quand même des difficultés à recruter les bons talents. Donc il faut attirer, il faut fédérer, et fédérer, c'est mieux quand on est charismatique et qu'on donne du sens aux collaborateurs. Ça veut dire aussi les retenir et leur donner envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et de gagner cette guerre du talent, ça permet aussi du coup, de mieux réussir les transformations qui sont nécessaires pour conquérir des marchés et être encore plus large et plus présent sur les marchés. D'autant que ça coûte cher de ne pas se transformer et les échecs coûtent cher. Dans les formations en conduite du changement, on estime, d'après nos sources, qu'il y a une transformation sur deux minimum qui échoue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on paye cher et en moyens et en résultats, parce qu'on va dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, on va passer beaucoup plus de temps à essayer de mettre en place une transformation. Et puis finalement, est-ce qu'on atteindra tous les objectifs ? Pas sûr. On atteindra peut-être certains objectifs, une partie du logiciel sera développée, une partie du logiciel sera utilisée, mais finalement, est-ce qu'il sera vraiment adopté et est-ce qu'on aura un retour sur investissement de ce logiciel ou des autres transformations ? C'est pas sûr. Si on n'atteint pas ces objectifs, on n'atteint pas non plus les stratégies. Du coup, potentiellement, on perd des parts de marché et on peut éventuellement fermer des entreprises et perdre des emplois. Et si on regarde les transformations numériques ou les transformations digitales, 9 fois sur 10, quand il y a un échec, ça vient du fait qu'on n'ait pas pris en compte la dimension humaine. Et donc la dimension humaine, c'est vraiment une clé de réussite. Quand on parle dimension humaine, qu'est-ce qu'on veut dire ou qu'est-ce que je veux dire ? Je parle des soft skills. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot qui est un petit peu difficile à traduire en français ? Je vais prendre une analogie. Je vais vous définir les soft skills par opposition aux hard skills, qui sont les compétences techniques, les compétences. Ça peut être des langues, ça peut être une compétence technique, ça peut être tout plein de choses. C'est des choses qu'on apprend plutôt à l'école. En opposition, les soft skills, c'est ce qu'on n'apprend pas à l'école, mais qu'on apprend sur les bancs de la vie, sur les bancs de l'école de la vie, mais pas l'école tout court. Et si on regarde de plus près, pour pouvoir se développer à ce niveau-là, d'ailleurs, je voudrais vous poser une question par rapport à cet iceberg, parce qu'en fait, si on regarde bien les choses, ce sont vraiment les soft skills qui deviennent prépondérantes, et le Forum économique mondial en a identifié une dizaine qui sont plus particulièrement à mettre en valeur.
Et je vous invite à analyser vos plans de formation. Est-ce que dans vos entreprises, les plans de formation, ils sont plutôt sur le haut de l'iceberg ou est-ce qu'ils tiennent bien en compte la partie immergée de l'iceberg? Et est-ce que vous avez suffisamment de formation en soft skills pour donner envie aux gens de bien fonctionner, d'être au meilleur d'eux-mêmes et de mieux fonctionner entre eux et donc d'atteindre ces transformations et ces objectifs que vous avez? Si ce n'est pas le cas, ça vaut le coup de revoir le plan de formation. Et pour changer, il faut d'abord commencer par soi. Et donc, ça veut dire que les leaders doivent aussi se transformer. On ne peut pas demander à une autre personne d'adopter un comportement si nous-mêmes, on n'est pas cohérent avec ce comportement. Et donc, pour pouvoir faire progresser, il faut avoir progressé soi-même. Et on va commencer par les compétences émotionnelles. Pour pouvoir bien fonctionner, il faut être plus à l'aise avec ses émotions. Donc on parle d'intelligence émotionnelle, c'est la gestion du stress, c'est la gestion des émotions. Et du coup, ça va aussi, quand on est plus à l'aise avec nos émotions, on est plus en confiance, on est plus motivé. Et quand on est bien avec nos émotions, du coup, on fonctionne mieux avec notre cerveau. Ça veut dire que nos capacités cognitives, on y accède plus facilement. Par exemple, on raisonne plus facilement quand on est au top de notre forme, quand on est bien avec nos émotions. A contrario, quand je suis stressée, mon cerveau il tourne parfois à vide. Je suis plus créative, j'arrive à prendre des décisions plus rapidement, ce genre de choses. Et une fois qu'on est mieux avec soi, avec ses émotions, avec sa capacité à raisonner, à prendre des décisions, du coup, je suis mieux en interaction avec l'autre. Donc, je développe plus facilement mes compétences relationnelles, tout ce qui est communication, tout ce qui est façon d'interagir, coopérer les uns avec les autres. Alors, petite astuce pour concrètement comment faire sur les compétences émotionnelles. On va commencer par respirer, tout simplement. Certains d'entre vous font peut-être du sport. Qui fait du sport pour voir ? Ah, c'est bien, c'est bien. Vous avez de quoi travailler vos émotions et évacuer, parce que souvent, à nos âges, on fait du sport aussi pour évacuer, pour s'entretenir aussi, mais il y a plusieurs fonctions dans le sport. Pour développer les capacités, les compétences cognitives, par exemple la résolution de problèmes, on peut utiliser, mettre en place du DevOps, du co-développement, abus de langage. Et pour développer les compétences relationnelles, ça peut être tout simplement des formations en communication non violente, communication bienveillante, c'est-à-dire apprendre à écouter, apprendre à reformuler, apprendre à poser des questions. Nous, on a des plans de formation pour nos managers où on a vraiment travaillé ça. Petit clin d'œil à Carole, puisqu'on a mis ça en place ensemble. Et donc, tout ça, ça se travaille. Et c'est vraiment intéressant de se développer et de faire se développer les autres, en ayant en conscience que des changements, ça va chambouler les gens puisque la nature et notre fonctionnement humain fait qu'on préfère l'homéostasie, c'est-à-dire un système qui reste stable, plutôt que des modifications. Et donc, il faut qu'on soit attentif en tant que manager, en tant que leader, à un certain nombre de choses, et pour soi et pour les collaborateurs. Le statut, c'est-à-dire le rôle que la personne va se donner par rapport au groupe, la certitude, la capacité à prévoir, anticiper l'avenir, l'autonomie, le contrôle que j'ai sur mon rôle, sur mon avenir, l'appartenance, à quel groupe j'appartiens, groupe au sens collectif et pas forcément au sens grande entreprise, et l'équité, est-ce que c'est juste ? Tout ça, ce sont des questions qu'il faut instruire quand on mène un changement pour pouvoir faire émerger les résistances et donc les gérer. On va faire un zoom par strate, si vous permettez. Premier niveau de la fusée, les leaders. Qu'est-ce qu'on vous demande en tant que leader ? Si vous voulez que votre entreprise, elle performe, elle sorte du carcan ou des limites qu'elle a déjà, ça veut dire que vous, en tant que leader, vous devez sortir de vos propres carcans, de vos propres croyances limitantes. Ça veut dire que peut-être, ça peut être intéressant d'explorer l'environnement, ce qui fait que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui, et puis d'aller un peu
affaiblir certaines croyances limitantes ou les rendre plus soft pour pouvoir porter votre entreprise plus loin. Ça veut dire que vous allez aussi devoir encore mieux utiliser votre intuition. Les pilotes, quand on les forme, on leur dit « écoutez votre intuition ». Quand vous sentez qu'il y a un truc qui commence à... Vous sentez qu'il y a un truc là, vous ne savez pas quoi, mais vous sentez qu'il se passe quelque chose. Faites-vous confiance. Eh ben, le leader, il se fait confiance et il travaille son intuition. Et il y a aussi des formations sur l'intuition, pour développer son intuition. Ça veut dire fédérer. Fédérer, quand on mène un changement, ça veut dire expliciter. Enfin, moi, quand j'interviens auprès des clients sur les changements, les transformations qu'on mène, qu'on les aide à mener, on explicite qu'est-ce que c'est ce changement, pourquoi changer, à cause de quoi, mais aussi dans quel but, qu'est-ce qui se passe quand on ne change pas ou si on ne change pas. Et tout ça, ce vocabulaire, il faut qu'on le décline dans les différents vocables de l'entreprise. On ne va pas parler à l'informaticien comme on va parler au comptable ou à la DRH ou au métier. Et ce changement, il va falloir l'adapter en termes de vocabulaire et communiquer aux différents métiers, on va le dire comme ça, et clarifier et du coup pouvoir fédérer en donnant du sens à ce changement. Ça veut dire aussi, en tant que leader, qu'il vous faut établir la vision. C'est quoi le monde auquel vous voulez que votre entreprise contribue? Et quelle ambition vous voulez donner à cette entreprise et à cette vision? Et du coup, quelles sont les missions qui sont associées et le rôle? Et enfin, il faut incarner le changement. La caricature, c'est de dire, le changement, voilà la ligne directrice, vous changez, moi je reste comme j'étais. Ben là, ça ne va pas marcher. Au niveau de nos managers, donc la strate du dessous, deuxième étage de la fusée, il va falloir porter le sens du changement. Ça veut dire que la vision qui aura été établie par la direction, il va falloir l'incarner, la transmettre. Ça veut dire aussi être facilitateur, créer les conditions pour que les collaborateurs puissent construire ce changement. Et ça veut dire être relais du changement, c'est-à-dire faire descendre l'information de la vision du changement, mais aussi faire remonter les bonnes idées et les remarques des collaborateurs. Donc on va utiliser de la communication, on va utiliser bien entendu de la transparence, de l'honnêteté. Tout ça, ce sont des compétences humaines qu'il faut incarner pour pouvoir mener les changements. Et au niveau des collaborateurs, ça va aussi nécessiter un certain nombre de changements de comportement. Ça nécessite aussi que le collaborateur prenne en main ses compétences et son évolution. Parce qu'on peut dire, OK, je responsabilise, je donne plus d'autonomie, mais il faut que le collaborateur, il la prenne. Et ça se travaille aussi. On va développer la cohésion. Pour développer la cohésion, il faut d'abord établir qui fait quoi, être explicite sur les rôles, établir aussi quel est le projet, donc c'est la déclinaison de la vision, quel est le projet commun, le projet étant de nourrir les besoins des différentes parties prenantes, internes et externes. Et une fois qu'on a ce projet commun, il faut qu'on se dise comment on s'organise et comment on communique pour réaliser ce projet. Et comme la réussite, ce n'est pas une gare d'arrivée, il faut aussi qu'on se dise à quel moment on se met dans les perspectives d'évolution et d'amélioration continue. Du coup, une fois qu'on a ça, on construit la confiance. On va développer, bien entendu, la communication, savoir écouter, savoir poser des questions. On a toujours la réponse à la question qu'on pose. Donc, si vous n'avez pas la bonne réponse à la question que vous avez posée, vérifiez quelle question vous avez posée et challengez-vous sur la façon de poser des questions. Et le questionnement, c'est vraiment très important, et Socrate l'avait bien compris avec la maïeutique. Du coup, on va aussi faire en sorte qu'il y ait plus de coopération, plus de créativité, autoriser une pensée critique, ce qui challenge un petit peu les managers, parce que ce n'est pas forcément très agréable d'être remis en question sur les propositions qu'on a. Et tout ça, ce sont autant de compétences qu'il va falloir développer et expérimenter, puisque c'est vraiment à travers l'apprentissage en continu qu'on va développer ces compétences humaines, j'ai envie de dire.
C'est pas juste en lisant un bouquin. Ça veut dire déterminer la cible. Pour déterminer la cible, on vous remettra à la sortie un autodiagnostic sur lequel vous pourrez cocher les soft skills que vous avez, celles dont vous avez besoin pour votre poste. Est-ce que vous les mettez en œuvre ou est-ce que vous avez besoin de vous développer? Et du coup, quel est le plan d'action que vous mettez en face? Ça veut dire, chose importante, décider de changer. Il n'y a personne qui pourra vous changer à votre place, c'est vous qui devez changer et incarner pour donner aussi envie aux autres de changer. Je vais y arriver. Se former, s'entraîner, se mettre en situation de, expérimenter et enfin s'évaluer. Ça veut dire changer individuellement, mais quand on mène un changement, quand on accompagne le changement, on peut aussi faire un changement et faire un accompagnement du changement agile, c'est-à-dire définir, expérimenter et ajuster. Et donc les diagnostics, quand on accompagne le changement chez nos clients, on s'intéresse aussi à toute cette dimension humaine, au-delà des process, au-delà des méthodes et des outils que l'on transforme. Et j'en ai fini. Et j'aimerais conclure sur le fait qu'en étant plus humain, en développant nos compétences humaines, on est plus humain. Et en étant plus humain, quelque part, on permet à l'entreprise d'être plus performante. Et donc, c'est comme un battement de cœur. Quand on se recentre, quand on remet l'humain au cœur de l'entreprise, eh ben, on permet à l'entreprise de s'étendre. Et je vous remercie. Vous avez, je crois qu'on a quelques minutes pour des questions. Oui. Alors là, j'ai fait la caricature effectivement d'une entreprise hiérarchique, puisque c'est les entreprises qui sont encore prépondérantes sur le marché. Mais effectivement, il y a des organisations matricielles, il y a des entreprises libérées où c'est un petit peu différent. Alors, je vais reformuler ce que j'entends parce qu'il y a pas mal de brouhaha. Est-ce que dans les organisations en silo, on peut insuffler le changement? Oui. Insuffler les transversalités? Alors, ça fera du coup partie du changement, puisque ça va impliquer un changement. Pardon, je me recule un petit peu. Ça va impliquer un changement d'organisation. Du coup, ça s'accompagne aussi, ce changement d'organisation. J'ai répondu à votre question? Une autre question? On commence par quoi? On commence par définir le changement par le leader. Parce que vous avez bien, il faut que le leader il donne la direction, il donne le cap, et puis qu'il incarne ce changement. Et on commence à décliner ce changement en disant c'est quoi, pourquoi, qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas, et comment on se met en œuvre de marche. Attention, moi, ce que je constate souvent, c'est qu'on vient me chercher quand ça va plus. Alors, moi, je fais de la conduite du changement et tout ce qui est soft skills, donc aussi gestion des conflits et tout ça. Et souvent, on vient me chercher quand ça va plus ou quand le logiciel est développé et puis maintenant, il faut que les gens l'utilisent. Non mais attendez, c'est bien avant qu'il faut qu'on construise ça. C'est pas une fois qu'il y a le problème, c'est en amont qu'il faut qu'on construise en se définissant où est-ce que ce logiciel doit être utilisé, dans quelles circonstances, quelles sont les personnes qui utilisaient l'ancien logiciel, si on est dans l'informatique, et qu'est-ce que ces personnes ont mis en place comme solution de contournement pour avoir l'existant qu'ils ont aujourd'hui. Est-ce que j'ai répondu? Eh bien, nous avons terminé. Je vous remercie de votre attention.